Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Fabio Pincay qui nous revient tout droit du One Championship. Bonjour Fabio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut les gars, merci à vous. Alors, comment ça s'est passé cette première expérience en MMA ? Écoutez, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas eu le résultat que je souhaitais. Donc voilà, c'est une défaite au point sur ce premier combat. Et comment est-ce que tu l'as senti le combat justement ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Comment est-ce que tu as vu les choses ? C'est assez bizarre puisque c'était dans des conditions assez spéciales. C'était à huis clos déjà. Je me suis pas retrouvé avec mon équipe habituelle. Donc, normalement, je suis coaché par la Snake Team et Cyril Diabaté. Et voilà, moi, j'étais bloqué en Thaïlande. Donc, j'ai pu effectuer ce combat puisque j'étais déjà sur place. Mais personne ne pouvait rentrer sur le pays. Donc, du coup, j'ai pas pu être coaché par mon coach. L'événement à huis clos, j'avoue que c'est assez bizarre. J'ai pas trop l'habitude. Enfin, ça fait presque 20 ans que je fais des combats et c'est la première fois que j'effectue un combat où il y a personne dans la salle. Donc, c'est assez spécial. Mais voilà, après le combat en lui-même, je suis tombé sur un mec plus expérimenté que moi, évidemment. Le mec a beaucoup plus d'expérience en MMA que moi. Il a une quinzaine de combats, il me semble. Et voilà, il a été meilleur que moi, plus stratégique, je pense, pour remporter la victoire au point. Donc, j'ai pas trop le recul pour savoir, pour en parler un petit peu plus aujourd'hui. J'aimerais bien revoir les images. Mais voilà, je pense que je perds au point. C'est pas non plus flagrant. Je me fais ouvrir au front au deuxième round, je pense, sur un choc de tête. Donc, je finis avec la tête un petit peu en sang. Ça peut aussi jouer dans la balance. Mais voilà, c'est une bonne expérience. Pour moi, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle discipline. Je pense que j'ai encore quelques petits réglages à faire pour m'adapter, pour réussir à adapter mon style au MMA. Et en tout cas, j'ai kiffé, quoi. C'était cool. Et justement, cette transition-là que tu fais à 36 ans, c'est quelque chose de définitif pour toi, parce que tu avais déjà combattu, je crois, One, mais en pied-point. Là, c'est quoi ? C'est une expérience comme ça, ou au contraire, tu as vraiment envie de te lancer en MMA ? J'ai vraiment envie de me lancer, et j'ai vraiment fait la démarche de me lancer à 100% dedans. Comme je dis, ça fait quand même un paquet d'années que je combats. Et le Muay Thai me fait moins vibrer qu'avant. Aujourd'hui, voilà, justement, à 36 ans, j'ai besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Et voilà, pour l'instant, je mets vraiment mis entre parenthèses ma carrière en pied-point pour me consacrer à 100% sur ce nouveau style. Et voilà, donc pour l'instant, on peut dire que c'est définitif. Et ça fait combien de temps, du coup que tu t'entraînes en MMA, que tu as commencé full-time ? Ça doit faire... j'ai plus boxé en Muay, donc j'ai arrêté d'accepter des combats parce que des propositions, j'en ai énormément. Et j'ai décidé d'arrêter de prendre des combats en Muay parce que sinon, j'aurais jamais fait réellement la transition. Parce qu'accepter un combat, voilà, ça fait un petit moment que ça me trotte en tête. Et disons que ça fait à peu près 2 ans que j'ai arrêté de combattre. Et donc, du coup, pour me consacrer à 100% à ce style. Et comment ça se passe quand on est un combattant de ton statut, qui est quand même une véritable star en France et puis on va dire mondialement quand même, de se dire j'arrête tout et je redeviens un rookie entre guillemets. Donc pendant 2 ans, j'imagine que les entraînements, notamment au sol, ça n'a pas dû être spécialement une partie de plaisir. Et puis même de te dire justement j'ai plus ces combats avec quand même ces primes qui sont assez intéressantes. C'était quoi toi ? Tu recherchais vraiment ça, à redevenir finalement un gars qui découvre un tout nouveau sport ? Ouais, exactement. En fait, je pense que j'ai besoin d'être dans l'apprentissage et de sortir de ma zone de confort pour kiffer un petit peu ce que je fais parce que voilà, j'ai pas envie de rester sur mes acquis. Aujourd'hui, je pense avoir fait le tour dans le Muay. Et ouais, ça n'a pas été évident puisque vraiment au début j'ai galéré sur certaines parties de combat. Mais voilà, je kiffe. J'adore apprendre. J'adore justement repasser élève et apprendre de nouvelles choses, ce qui n'était plus trop le cas en Muay, quoi. Et justement, comment est-ce que on imagine que pour tout ce qui est de la lutte et du grappling, là c'est tout nouveau, donc là t'es tout frais. À la limite, c'est un peu comme la mémoire des enfants, t'as tout à apprendre, c'est mortel, etc. Mais par contre, pour ce qui est du pied-point,
Bah, on sait que le pied-point Muay Thai et le pied-point MMA, c'est totalement différent. Comment est-ce qu'elle s'est passée la transition? Est-ce que ça a été et est-ce que tu as pris du plaisir directement? J'ai pas pris du plaisir directement parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était totalement différent. Et voilà, des fois, je pouvais voir des mecs boxer et me dire, mais son pied-point, il est nul. Et quand je boxe en MMA avec lui, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, c'était pas évident. Mais voilà, comme je le disais, j'ai encore quelques petits réglages à faire pour pouvoir être assez confiant, par exemple, en mon sol et en ma lutte, pour pouvoir à ce moment-là lâcher ma boxe, ma boxe habituelle. Mais ouais, c'est un vrai changement, c'est une vraie adaptation à avoir et je travaille pour ça en tout cas. Et le fait d'avoir cette menace justement des changements de niveau en MMA, toi, comment est-ce que tu te prépares à ça? Est-ce que tu as eu, je sais pas moi, quelqu'un qui t'a accompagné mentalement pour faire en sorte que justement tu gardes cette confiance ou au contraire, c'est uniquement avec l'expérience que tu penses pouvoir réussir à être à l'aise? Je pense que j'ai un bon entourage. Je suis encadré par Cyril Diabaté qui a l'expérience à ce niveau-là et qui me dirige de la meilleure des façons. Ensuite, voilà, j'ai pas mal de gens qui m'accompagnent, notamment un préparateur mental aussi. Et voilà. Et après, bien évidemment, c'est le travail, l'entraînement et l'expérience qui fera mon adaptation le plus rapide possible. Et comment est-ce que tu as fait pour, entre guillemets, désapprendre le Muay Thai tel que tu le connais? Comment est-ce que les entraînements se passent pour que tu sois obligé de gérer ta posture différemment, les distances et tout? C'est délicat. J'avoue que c'est assez dur parce que autant d'années d'expérience dans un style, même si on veut le changer, on a forcément le naturel qui revient. Donc c'est assez délicat, mais voilà. C'est pour ça que je me suis consacré à 100% à me mettre au MMA et complètement ne plus m'entraîner du tout en Muay. Mais voilà, donc là j'ai encore eu l'expérience sur ce combat que c'est pas encore tout à fait au point et que même quand je me retrouve dans le feu de l'action, il y a quand même le naturel qui revient et mon attitude Muay Thai quoi. Donc j'ai encore un petit peu de travail, juste quelques petits réglages à faire et je pense qu'encore un ou deux combats et je serai totalement au point. Et tu prends ça comment, là, cette gestion de carrière MMA? Si tu vois ça combat après combat, ou au contraire, tu te fixes déjà des objectifs, parce qu'on sait que le One, ils font des tournois. Il y a aussi, on va pas se mentir, c'est l'une des plus grosses organisations au monde avec le Bellator et l'UFC. Donc j'imagine déjà, tu peux te dire, peut-être que le champion, là, ça pourrait être possible. Comment est-ce que là, t'envisages la suite? Moi, aujourd'hui, je fais les choses pour m'amuser. Je fais pas les choses pour l'argent, sinon je serais resté dans le Muay, parce que dans le Muay, je touchais des primes assez intéressantes. Aujourd'hui, je veux juste prendre du plaisir. Je suis conscient que je suis pas en début de carrière, mais j'ai encore quelques belles années devant moi. Et bien évidemment que je suis quelqu'un qui vise toujours le top. Donc j'ai des objectifs en tête, mais en même temps, je prends les combats au jour le jour et je prends les objectifs un par un. Donc là, je me focalise sur mon prochain combat et juste m'amuser, prendre plaisir dans ce que je fais, quoi. Et au niveau physique, comment est-ce que tu te sens? Parce que bon, tu as fait du Muay Thai toute ta vie et puis on sait qu'au niveau des articulations, ça peut causer des problèmes, etc. Est-ce que tu te sens encore frais suffisamment pour lancer ta carrière de MMA et savoir que tu peux faire quelque chose, ou est-ce que tu te dis, bon, il faut que je fasse les choses relativement rapidement au niveau de la progression de ma carrière en MMA parce qu'il il me reste un peu moins d'années que ce que j'avais quand j'étais en Muay Thai? Je me sens frais comme jamais. Je m'entraîne, Ah, je m'entraîne différemment. Disons que en Muay, moi j'ai commencé il y a assez longtemps, donc c'était un petit peu à l'ancienne école. Beaucoup de quantité de travail. Parfois, on mise pas trop sur la qualité à l'entraînement. Et, euh, et voilà, au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, j'ai un petit peu évolué dans ma manière de me préparer. Aujourd'hui, je m'entraîne différemment, peut-être moins en quantité, mais bien mieux en qualité. Et je me sens frais, je me sens au top de ma forme. et qu'est-ce qui a changé physiquement durant ces 2 ans? Parce que l'entraînement n'a rien à voir. Et donc là, est-ce que toi, au niveau physique, qu'est-ce qui a été la plus grosse différence là? Qu'est-ce qui a été la plus grosse différence? Le travail de lutte, le travail de sol. Voilà, c'est que des choses que je maîtrisais pas. Mais préparation de combat de MMA, c'est quand même très intense, très éprouvant.
Mais voilà, c'est surtout le fait de changer et puis de sortir de ma zone de confort qui me perturbe. Mais en même temps, c'est là où je prends plaisir. Et avec cette nouvelle carrière, est-ce que tu as découvert aussi, peut-être que tu ne faisais pas avant, le weight cutting qui est extrêmement développé en MMA? Et est-ce que là, justement, par rapport au niveau des catégories, par rapport au premier weight cutting que là, tu as dû faire un peu tout seul aussi, parce que c'est vrai que tes coachs ne pouvaient pas être là, est-ce que tu as justement fait ce weight cutting ou au contraire, tu es dans une catégorie où tu étais, entre guillemets, à ton poids naturel? Ouais, bah c'est là où peut-être il y a des petits réglages à faire aussi parce que j'ai combattu dans une catégorie dans laquelle je combats jamais habituellement. J'ai combattu à 70 kilos, donc j'ai pas fait vraiment de cutting. Enfin, après, c'est pas des choses qui me plaisent vraiment le cutting. Moi, je suis pas, je pense pas qu'un jour j'irai faire des cuttings de 10 kilos comme beaucoup parce que non, ça me plaît pas de faire ça. Je suis pas persuadé de l'efficacité du truc et de la récupération optimale entre le jour de la pesée et le jour du combat. Alors, il y en a qui font ça très bien, mais c'est vrai qu'il faut trouver juste l'entre-deux. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai pas des grosses pertes de poids, j'en ai fait déjà. Et après, tu te focalises que là-dessus et je prends plus de plaisir. J'ai dit aujourd'hui, je veux juste faire les choses pour le kiff. Mais il faut juste que je trouve l'entre-deux non plus, pas que je trouve contre des mecs plus lourds parce que les mecs sont dans le cutting à fond. En MMA, c'est vrai que Ouais. j'ai remarqué que c'était bien plus important qu'en mouais. Et est-ce que tu disais il y a quelques minutes le fait que tu travailles plus en qualitatif qu'en quantité? Et ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé parce que quand, en gros, il y a des entraînements vers plutôt la fin de carrière de gars comme Anderson Silva, où clairement, même quand ils font leurs entraînements de prépa physique, ils y vont beaucoup plus tranquilles. Ils sont beaucoup moins dans le on y va à fond, etc. Et bah, j'imagine qu'il y a quelque chose qu'on pourrait tirer de ça. Est-ce que, à ton avis, maintenant que tu t'entraînes de cette manière, c'est un truc que tu conseillerais aux jeunes combattants de pas forcément vouloir faire quantité et se déboîter, se massacrer, même si on a l'impression de travailler et comment on fait quelque chose. Est-ce que si tu avais su, tu aurais commencé à travailler de cette manière qualitative dès le début? Euh, ouais, complètement. Aujourd'hui, si je dois transmettre quelque chose à des plus jeunes combattants, c'est ce que je transmettrai en premier. C'est de miser plutôt sur la qualité que la quantité. Après, voilà, je ne reviendrai pas sur ma carrière, sur la façon dont j'ai fait mes premières années, puisque c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai réussi. Mais les méthodes évoluent, les méthodes d'entraînement évoluent, le sport évolue, donc faut réussir à s'adapter et à se préserver, puisque l'entraînement et la préparation physique, c'est 99% du temps. Donc si on se préserve pas son corps, on met pas toutes les chances de son côté pour perdurer et pour être performant sur la longueur, parce que c'est bien d'être performant sur un combat, mais c'est mieux d'être performant sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et là, tu es à cheval entre deux catégories, donc il y a les moins de 70 et il y a celle en dessous. Est-ce qu'il y a des combattants qui, on va dire, pas qui t'inspirent forcément, mais est-ce que toi, tu regardes énormément de MMA ou au contraire, tu te concentres exclusivement sur toi? Je regarde beaucoup de combats. Je regarde énormément de combats. Et déjà, je pense que visionner des combats, ça permet d'apprendre, ça permet d'évoluer et d'assimiler certaines techniques qu'on peut travailler à l'entraînement. Donc, je pense que c'est important le visionnage de combats. Après, voilà, j'aurai tout type de combat. Je regarde pas forcément que ma catégorie. Je me focalise pas que là-dessus. Mais ouais, je suis à cheval entre deux catégories. Mais en fait, ma catégorie de combat, c'est 65 kilos et c'est pas 70. Donc, je vais revenir vite à ce poids-là. Et donc, quand tu dis que tu regardes énormément de combats, est-ce que, donc, c'est pour ça que je dis à cheval entre deux catégories, parce qu'il y a les lightweight et featherweight d'un côté. En ce moment, à l'UFC, elle est extrêmement dense. Même dans les autres organisations, tu as des champions, c'est la folie. Est-ce que toi, il y a des gars en particulier où tu te dis, j'aimerais bien réussir à implanter ça dans mon jeu, ou au contraire, des mecs qui te marquent particulièrement parce qu'ils arrivent à accomplir dans ces catégories-là? Bah, moi, s'il y a des boxeurs ou des combattants qui peuvent être références pour moi, ça va être des gens qui vont avoir à peu près le même style que moi. Aujourd'hui, il y a un combattant que j'apprécie énormément, c'est Israël Adesanya, qui vient du kickboxing et du Muay Thai et qui est un striker hors pair dans le milieu et qui justement a réussi à adapter son style pour défendre au mieux les takedowns. Et voilà, aujourd'hui, on sait que c'est le plus efficace dans sa catégorie.
Donc moi, voilà, j'aime bien m'inspirer de ce genre de personnage puisque c'est ce qui se rapproche le plus de mon style, quoi. Et est-ce que tu as, comment dire, constaté, parce que bon, bah, le Muay Thai, tu connais, et tu as fait probablement énormément de clubs, énormément de. Et là, tu débutes en MMA, alors tu es là dans la crème de la crème avec la Snake Team, avec Cyril Diabaté. Est-ce que tu as constaté un changement, disons, de mentalité de combattant entre les combattants de Muay Thai et ceux de MMA? Ça reste de la bagarre, hein. C'est pareil. C'est pareil, je vois pas trop de changement de mentalité. Si, après, je trouve que les combattants MMA ont une gestion de carrière un petit peu différente. Ce qui m'a marqué, c'est que, alors d'une, on fait beaucoup moins de combats en MMA. Moi, j'ai fait 130, 140 combats en Muay. Dans une carrière MMA, tu fais pas 100 combats. Donc, du coup, ils ont tendance à peut-être plus gérer, plus être attentif à la gestion de carrière. Ce qui est un truc aussi qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils sont vachement regardants sur les réseaux, enfin, comment dire, sur le palmarès, sur le Sherdog. Je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui essaient de se construire une carrière avec 0 défaite pour pouvoir accéder aux plus grosses organisations. Alors pour moi, dans le Muay, c'était pas forcément être invaincu, mais c'était plutôt faire le maximum, emmagasiner le maximum d'expérience, faire des combats, gagner, perdu. Mais au moins, c'est ça qui me permettait d'évoluer, je pense. Voilà, la différence avec le MMA, je pense qu'elle est un petit peu là. Et toi, tu as régulièrement tourné, justement, comme tu disais, tu avais beaucoup plus de combats où tu étais à 6-8 par an. Là, est-ce que tu préfères ce rythme où, on va dire, quand tu es combattant de MMA, il y a ce côté, même si tu es une superstar, 2-3 sorties par an, grand max, donc tu as vraiment un côté, c'est un événement. Et toi, est-ce que tu préfères ça ou au contraire, il y a peut-être une pression supplémentaire que tu vas avoir, alors que c'est vrai que dans ton autre carrière, comme il y avait ce côté rythme de tous les 2 mois, tu peux très rapidement te rattraper, au contraire, directement avoir une espèce de série de victoires monstrueuse. C'est ça, moi je préfère être plus actif en fait et combattre assez régulièrement. Là, voilà, j'ai combattu là, j'ai envie de recombattre tout de suite. Si je peux recombattre le mois prochain, je suis prêt à recombattre le mois prochain. Donc le rythme, pour moi, il est important puisque c'est ce qui permet justement ou de se rattraper si on a fait une petite erreur de parcours ou alors de confirmer. Mais en tout cas, je pense que c'est super important d'être actif. Alors après, voilà, ça fonctionne pas comme ça en MMA, mais voilà, faut que je recombatte assez rapidement. Et on avait vu Gokhan Saki quand il avait fait ses débuts à l'UFC, il y avait eu physiquement, on pouvait voir qu'effectivement ça avait été assez éprouvant pour lui. Toi là, tu as l'air hyper frais après ton premier combat en MMA, et l'après-combat, tu trouves que c'est différent de quand tu faisais tes combats jusqu'en 2018, ou au contraire là tu te dis quand même un combat de MMA c'est quand même beaucoup plus éprouvant physiquement? Ce combat particulièrement, je ne l'ai pas trouvé plus éprouvant puisque j'étais vraiment très bien prêt. J'avais fait une très bonne préparation physique. Ensuite, je pense que tous les combats sont différents. Un combat où il y a plus d'engagement, où il y a plus de lutte, où il y a plus de phases de sol, c'est peut-être certainement plus éprouvant. Mais non, en fait, j'ai kiffé. J'étais prêt pour faire mes 3 rounds à fond. Je suis content d'avoir fait mes 3 rounds à fond et limite, je préfère avoir perdu comme ça que d'avoir gagné par KO au premier round, puisque ça m'a permis de prendre un petit peu mes marques dans ce nouveau style, avec avec les mitaines, c'est pas la même chose aussi. Donc voilà, mais je peux pas encore juger sur un combat ce que c'est comme difficulté par rapport au Muay, c'est pas encore comparable. Et est-ce que, tu as cité Guillaume Gokhan Saki, est-ce que le fait que, forcément, quand tu vas combattre en MMA, tu seras attendu comme le mec qu'il faut surtout pas tester debout, mais d'un autre côté, est-ce que, vu qu'il y a les menaces de lutte, etc., est-ce que c'est une pression que tu as, toi, de ton côté, de te dire, les mecs m'attendent, mais d'un autre côté, comme on a vu avec Gokhan Saki qui s'est fait surprendre, qui s'est fait mettre KO, est-ce que c'est un truc qui te travaille un peu de te dire, c'est des mitaines, l'approche est différente, quand même, ça se trouve, j'ai presque plus de chances de me faire mettre KO en MMA que en Muay Thai si je fais pas attention? Non, mais complètement. En MMA, il faut être attentif à tout style de boxeur, pas que un striker, puisque même un mec qui n'a pas forcément une belle boxe, il peut te mettre KO en un coup. Donc oui, ça met pas une pression supplémentaire, mais voilà, faut être attentif et voilà, c'est ce qui change la donne en fait. Hein. C'est ce qui change la donne et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait au point. J'ai encore besoin de quelques réglages pour pouvoir m'adapter et être à l'aise. Et donc là, tu as dit que tu veux revenir
très rapidement. Est-ce que tu as déjà une idée potentielle d'un retour pour un deuxième combat en MMA? Le One organise assez régulièrement, donc j'aurais aucun problème à reboxer très vite. Simplement, aujourd'hui, c'est assez compliqué de voyager. Et vu que le One organise seulement en Asie, alors j'espère que ça va vite se dénouer et qu'on va pouvoir revoyager correctement. Parce que si on peut voyager le mois prochain, je sais que je peux recombattre le mois prochain. Et pourquoi avoir choisi le One FC? C'est parce que tu étais déjà sous contrat avec eux ou autre, hein. Alors le One, c'est l'une des plus grosses organisations au monde. Moi, ils m'ont proposé un contrat et en fait, je pense que c'était un tremplin pour moi pour pouvoir passer au MMA et pouvoir tout de suite évoluer dans une belle organisation. Aujourd'hui, j'ai beau avoir un super niveau en pied-point, mais je suis zéro en MMA et c'est pas évident de rentrer dans une grosse organisation. Mm-hmm. Voilà, j'aurais pas pu rentrer à l'UFC directement avec 0 combat MMA, j'aurais pas pu rentrer autre part. Donc, et puis le One, ça me plaît. Là, ça me plaît. J'aime le style de l'organisation, les valeurs qui sont mises en avant. Et puis voilà, donc ils m'ont proposé un contrat pied-point et MMA. Donc j'ai tout de suite accepté puisque ça me plaît de boxer dans les grosses organisations. Donc c'était cool. Et quand tu dis que c'était ton tout premier combat en huis clos, et c'est-à-dire que il y avait vraiment uniquement le bruit des cornermen et le bruit des coups échangés, à part le fait que tu entendais, et encore du coup c'était pas tes cornermen, tes vrais cornermen, mais à part le fait que tu entends ou non les consignes, qu'est-ce que ça a changé pour toi? En plus, comme tu as une énorme expérience des combats, je pense que tu dois être à 100% lucide pendant le combat. Qu'est-ce que ça change quand tu n'as aucun bruit à part les échanges? En fait, ça change énormément. Donc déjà, les cornerman, c'est pas les cornerman, c'est un cornerman. On avait droit qu'à un seul coach par coin. D'accord. Et ça change énormément. L'ambiance, l'énergie du public, c'est quand même quelque chose qui importe énormément je pense personnellement, dans l'engagement d'un combat. Le public, il est super important. Et il y a aussi ce truc que je disais que moi, je fais ça pour le kiff aujourd'hui. Je fais ça pour le kiff, pour le plaisir, pour prendre encore du plaisir sur les rings ou dans la cage. Mais avec toutes les conditions réunies, c'est-à-dire avec le public, avec l'ambiance, voilà, dans une salle de 20 000 personnes qui est vide, j'ai pas pris plaisir. J'ai pas pris plaisir. Moi, j'aime cette interaction et cette énergie qui est dégagée par le public. Et quand il n'y a pas, je préfère à la limite faire un sparring à la salle, quoi. Voilà, ça me fait pas plaisir, quoi. C'est un sport spectacle. On est là pour faire du spectacle et pour faire kiffer le public et pour ressentir cette énergie-là. Donc, si c'est juste pour. Après, c'est diffusé à la télé. Donc, les gens voient à la télé. Mais toi, si tu ne ressens pas la sensation en live, moi, perso, je ne prends pas plaisir. Et ça veut dire que du coup, par exemple, lorsqu'il y a du public, c'est quand tu dis qu'ils te transmettent de l'énergie, c'est-à-dire que des moments où c'est dur, ils te permettent de transcender ou ils te permettent d'aller plus loin ou comment est-ce que ça se passe, l'énergie? Exactement. Ouais, exactement. Ça te permet de te transcender. Tu te fais toucher ou tu touches ton adversaire, le public qui se lève. C'est des sensations qu'il y a que ceux qui combattent qui peuvent le comprendre. Mais c'est comme si tu disais à un chanteur de faire un concert dans une salle vide. Ouais. Tu vas faire un concert, personne, t'as pas de public. Il n'y a pas de kiff, quoi. Et donc, oui, ça te permet, tu ressens vraiment cette énergie-là, ça permet de te transcender, ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Et c'était même passionnant. Mon cher Rost, avez-vous d'autres questions? Comme ça, je pense que c'est parfait, ouais. Eh bien, moi aussi, c'est parfait. Monsieur Fabio Pinca, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et puis très vite. Et puis, vivement le retour. Donc, au NFC, d'ailleurs, oui. C'était, pour toi, le fait d'être dans une cage, est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Alors, ça n'a pas changé énormément, puisque c'était pas dans une cage, c'était dans un ring. Bon, voilà. Merci, au revoir. Non, le One, ils organisent certains événements dans un ring, certains événements dans une cage. Et là, c'était dans un ring. Donc, ça n'a pas changé énormément, sauf que le ring est quand même plus grand qu'en Muay. Mais j'aurais préféré boxer dans une cage. Je voulais goûter cette sensation de la cage. Donc, ce sera pour la prochaine. Et voilà, ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci, les gars. Swear.